Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un format un peu différent, un format que j'ai jamais proposé encore sur cette chaîne. Il s'agit d'un petit top, un top qui regroupe des meilleurs livres et plus précisément aujourd'hui les meilleurs livres que j'ai lus pendant mes études de lettres. Alors, j'avais plusieurs idées de vidéos pour aujourd'hui et je savais pas trop quoi filmer en priorité, donc je vous ai demandé sur Instagram ce que vous préfériez entre un petit update lecture, une vidéo dédiée à un ouvrage et un top livre, et la majorité d'entre vous a répondu un top livre. Et je me suis un petit peu creusé la tête, dans le sens où j'avais déjà quelques idées de top que je pourrais mettre, c'est-à-dire par exemple les meilleurs romans d'amour, les meilleurs romans du 19e siècle, tout ça. Mais j'ai quand même encore un petit sentiment d'illégitimité à proposer ce genre de vidéo parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez lu tout simplement, que je suis un peu personne pour dire ah ce sont les 10 meilleurs romans d'amour de tous les temps, même si il y en a des très bons que j'ai lus et un que je viens de finir justement, donc c'était un peu ça qui m'avait donné l'idée. Alors je me suis dit que j'allais partir sur quelque chose qui était fini en quelque sorte, qui ne pouvait pas être agrémenté de nouvelles lectures. J'espère que cette idée vous plaira. Je vais donc vous parler des meilleurs livres, des 10 meilleurs livres que j'ai découverts pendant mes études de lettres. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, d'abord bienvenue. Et juste si vous ne le savez pas, j'ai fait des études de lettres. J'ai fait d'abord une prépa littéraire, donc une Hippocagne et une Cagne, AL, voilà, vraiment la filière la plus littéraire des prépas littéraires. Je parle de mon parcours un peu plus en détail dans une FAQ que j'ai proposée il y a quelques mois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez des questions même par rapport à ce parcours, franchement, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait une année de philosophie et de lettres à Prague, et ensuite j'ai fait un double master de lettres et philo à Paris. Donc voilà, donc j'ai fait des études de lettres et de philosophie. Aujourd'hui, je vous présente les 10 meilleurs livres que j'ai lus pendant mes études de lettres, et si le format vous plaît et si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai les 10 meilleurs ouvrages que j'ai découverts pendant mes études de philosophie. Ces études ont vraiment façonné ma culture littéraire, tout simplement. Donc il est vrai que la majorité des livres que j'ai lus, je les ai lus par le biais de mes cours. J'ai sélectionné en fait là dans ces livres vraiment des ouvrages dont on a parlé en cours, qu'on devait lire pour les cours, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a deux choses. Quand on est en deuxième année de prépa, on a un programme, mais la première année, l'année d'Hippocagne, il n'y a pas de programme. Donc les professeurs nous font lire un peu ce qu'ils veulent, et par ailleurs, il y a ce qui est au programme et enfin, la masse de choses qu'on peut lire à côté. Donc comme je vous en ai déjà parlé, j'ai lu vraiment, je pense, une bonne partie des récits brefs qui existent sur cette planète, parce que le thème principal l'année où je passais le concours, c'était le récit bref, donc j'ai lu beaucoup de nouvelles. Il y a par exemple les nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar que j'ai absolument adoré. Il y a plein de nouvelles que j'ai adorées, mais c'est des textes que j'ai découverts mais dont on ne m'a pas vraiment parlé en cours, donc je les ai pas classés ici parce que déjà fallait faire un choix, fallait limiter un petit peu la zone si vous voulez, et en plus sinon ça revient à parler de toutes mes lectures parce que voilà, j'ai majoritairement lu des choses en lien avec mes cours, donc c'est vraiment des textes dont on a parlé en cours, que j'ai étudiés, dont je vous parle aujourd'hui, et puis il y a bien d'autres œuvres, et puis je vous parle de plein de textes dans plein de mes vidéos, et je ferai peut-être un top des meilleurs recueils de nouvelles que j'ai lus dans ma vie, si ça vous intéresse, enfin voilà. Aussi, quand on est en master de recherche, en littérature ou en philosophie, on lit beaucoup par soi-même, et là aussi j'ai limité aux œuvres que j'avais étudiées en cours, ou les œuvres vraiment principales dans mes travaux de recherche, c'est-à-dire pas tout ce que j'ai lu. À côté, il y avait beaucoup de choses très intéressantes, mais voilà, encore une fois, ce serait trop vaste, donc on commence tout de suite. Je vous présente les livres dans l'ordre dans lequel je les ai découverts. Donc ce n'est pas un ordre de préférence, mais il y en a bien 10 qui sont tous aussi bien les uns que les autres et que je vous recommande. C'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le premier livre que j'ai lu quand je suis arrivée en première année de classe préparatoire. C'était vraiment une découverte. On avait en fait donc les différents thèmes de l'année, donc le roman, le théâtre, la poésie. On a commencé par le roman et on a d'abord lu Ferragus de Balzac. C'était la première fois que je lisais Balzac parce qu'en fait, j'ai lu pas mal quand j'étais au lycée, mais vraiment ma culture littéraire s'est développée à partir de la prépa. Je n'avais jamais lu Balzac, je pensais que j'allais détester, enfin j'avais beaucoup d'appréhension sur Balzac. C'est quand même
un auteur avec par exemple Zola qui est réputé pour faire de très très longues descriptions un peu ardues, qui sont magnifiques, hein, je les trouve vraiment magnifiques, mais qui effraient un petit peu. Je ne savais pas du tout ce que j'allais penser de Balzac, mais alors, si vous cherchez un livre pour commencer Balzac, ou si vous voulez conseiller un livre à quelqu'un pour commencer Balzac, il faut lire Ferragus. Je vous explique pourquoi. Le titre complet du roman Ferragus, c'est Ferragus, chef des dévorants. C'est un roman qui a été publié d'abord en revue en 1833, puis qui a été publié en tant que livre en 1834, donc on est au début du 19e siècle. C'est un texte déjà qui est assez court. Il doit faire 150 pages à peu près. C'est le premier tome d'une trilogie qui est la trilogie de l'histoire des 13. Alors le deuxième tome c'est la Duchesse de Langeais, que je n'ai pas lu, et le troisième tome c'est La Fille aux yeux d'or, que j'ai lu, parce que dans l'édition GF, Ferragus et La Fille aux yeux d'or sont édités ensemble, et je me demande si c'est pas le cas dans plusieurs éditions. Mais là je vous parle vraiment de Ferragus. Ferragus, c'est un roman qui est top parce que, bon, je crois qu'il y a quand même une assez large description de Paris au début. Rien à voir avec au début de La Fille aux yeux d'or, qui est une des plus belles descriptions de Paris, enfin voilà, de Paris et des Parisiens, mais qui est belle dans le sens où elle est très forte, parce qu'elle dépeint l'aspect maladif de Paris et des Parisiens, mais c'est vraiment trop intéressant. Bref, je pense qu'il y a quand même une assez large description de Paris, mais c'est un roman vraiment d'aventure, c'est un roman policier. On est tenu en haleine du début à la fin, donc vous avez 150 pages, et c'est juste un roman policier, un roman à suspense, on se demande ce qui se passe. On suit donc un jeune homme qui s'appelle Auguste de Maulincour, je crois. Mes souvenirs sont un peu vagues, donc voilà. Mais donc, il me semble qu'on suit ce jeune homme qui découvre que la femme qu'il aime traîne dans une maison un peu en ruine, un peu secrète, avec des gens qui ne sont pas des gens très fréquentables par la haute société à laquelle elle appartient. Et donc il commence à s'apercevoir qu'il y a des secrets de ce côté-là, ça crée un drame dans le couple de cette jeune femme avec son mari, et bon, voilà, de fil en aiguille on apprend ce qui se passe, pourquoi elle se rend à cet endroit. Auguste de Maulincour lui échappe à plusieurs tentatives d'assassinat, échappe ou non je vous dis pas en fait, à plusieurs tentatives d'assassinat, parce qu'en fait il s'est mis sur le chemin de gens très dangereux. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon roman, haletant, qui est magnifiquement écrit, c'est du Balzac, je vous le recommande vraiment vivement, et ça a été vraiment très important comme lecture pour moi parce que ça m'a fait aimer Balzac. Je pense que c'est quand même assez important cette première impression qu'on a de certains auteurs, donc voilà. Le deuxième ouvrage que j'ai envie de vous présenter, qui fait partie de mes meilleures lectures durant mes études de lettres, c'est une pièce de théâtre que j'ai également lue quand j'étais en première année de prépa, et il s'agit de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Alors je sais pas si vous connaissez Jean-Luc Lagarce, je sais pas si vous connaissez cette pièce, mais qui est absolument merveilleuse. Là on fait un bond dans le temps, on est en 1990, c'est l'année de la création de cette pièce de théâtre. Jean-Luc Lagarce est mort quelques années après, il me semble. C'est une pièce qui est très 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 émouvante, elle a été en fait adaptée en film, hein, c'est l'image du film qu'on a là. Ça a été une de mes premières claques littéraires, honnêtement. On suit un personnage qui s'appelle Louis, qui est donc un personnage largement autobiographique. On suit ce Louis qui retourne dans sa famille, il veut leur annoncer qu'il a le sida et qu'il va bientôt mourir, qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Il s'est éloigné depuis de nombreuses années de sa famille, il y a comme un écart, un gros écart qui s'est creusé en fait entre lui et sa famille. Donc sa famille c'est sa mère, sa sœur, son frère et la compagne de son frère. Il revient les voir pour leur annoncer qu'il va mourir et il n'arrive pas à leur annoncer. Et cette pièce, c'est en fait les retrouvailles de ces différents membres de cette famille, retrouvailles qui ne se font pas en fait, qui ne peuvent pas se faire. Et il y a tout ce problème du langage qui échoue à réconcilier, qui échoue à rapprocher, qui échoue à lier en fait les individus. Et j'ai été vraiment marquée moi par... enfin moi, de manière générale, je pense que c'est ce qui est marquant dans l'œuvre de Lagarce, cette incapacité du langage à dire, qui essaye tout le temps. Et donc en fait, c'est là que j'ai appris ce que c'était une épanorthose. C'est une figure en fait de style qui répète sans cesse en fait. On reprend le discours pour le remodeler afin d'essayer d'être au plus proche possible de ce qu'on veut exprimer. Et en fait chez Lagarce ça se traduit par une incapacité finalement à exprimer, mais je vais vous prendre un exemple. C'est surtout très présent dans le discours de la mère. Quelquefois aussi, le premier dimanche de mai, je ne sais plus pourquoi, une fête peut-être, le premier dimanche après le 8 mars, qui est la date de mon anniversaire là. Et lorsque le 8 mars tombait un dimanche, bon, et encore le premier dimanche des congés d'été, on disait qu'on partait en vacances. On klaxonnait, et le soir en rentrant on disait que tout compte fait, on était mieux à la maison, des âneries.
Vous voyez, pour dire le premier dimanche de mai, on passe par quand même 3 formulations différentes pour resituer cet événement. Et en fait ça, bon c'est tragique, c'est vraiment la tragédie du langage qu'on retrouve dans bien d'autres pièces du théâtre du XXe siècle, on peut penser à Sarraute aussi par exemple. Et au-delà de cette tragédie, en fait c'est quelque chose qui est extrêmement poétique, cette manière de revenir sans cesse sur le discours, de s'approcher au plus près, au plus juste, vous voyez ces mouvements de va-et-vient vers ce qu'on essaye de dire. C'est une pièce qui est absolument merveilleuse, c'est pas très long à lire, si vous avez l'occasion de l'avoir représentée, moi je l'avais vu jouer à Genève, c'était un moment absolument incroyable. Voilà, si vous avez l'occasion de l'avoir représentée, foncez, si vous pouvez lire ce texte, vraiment moi j'ai pas vu le film et je compte pas le voir, mais c'est une pièce qui est merveilleuse, qui est très très dure et qui est tellement bien écrite, notamment donc avec cette figure de style dont je vous parlais, mais enfin ces effets de style là, qui ne sont pas du tout artificiels parce qu'ils trahissent et traduisent quelque chose d'une incapacité et de vraiment ce qui est en jeu dans cette pièce autour du langage et de ce qu'on est et de la famille et de comment on peut aimer les autres aussi. Il y a une phrase qui m'a toujours marquée, enfin qui m'a marquée depuis que j'ai lu, c'est la mère qui dit à un moment « Est-ce qu'on peut savoir comment tout disparaît ?» Et c'est ça, c'est une histoire de la disparition, de la mort du protagoniste, hein, la disparition physique, matérielle, mais la disparition aussi des relations, des souvenirs et même en fait des mots. Donc c'est très très beau, c'est une des premières expériences vraiment littéraires que j'ai pris de pleine face comme ça, et c'était incroyable. Je voulais juste les derniers mots du monologue de Louis quand il revient après être allé voir sa famille. « Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec le seul bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. » Voilà, c'est incontestablement une des meilleures lectures que j'ai pu faire grâce à mes études de lettres. On passe maintenant à ma deuxième année de prépa avec un programme de lettres un peu déstabilisant parce qu'on avait les fables de La Fontaine, des nouvelles de Maupassant, donc ça en fait ça faisait très programme de collège, mais finalement c'était absolument merveilleux, je spoil un peu. On a eu aussi Nathalie Sarraute, Les Tropismes et La Nuit remue d'Henri Michaud, et là j'ai envie de vous parler de Maupassant. On avait au programme cette année-là La Maison Tellier et autres nouvelles, donc un recueil de nouvelles de Maupassant qui est publié en 1881, si je ne me trompe pas. C'est un recueil donc qui contient la nouvelle La Maison Tellier, c'est la nouvelle qui ouvre le recueil, et plusieurs autres nouvelles, il y en a peut-être 7 ou 8, je ne me souviens plus exactement. Et alors là, encore une fois, merci. Je vous présente ces nouvelles parce que je les ai beaucoup aimées, je me souviens encore de La Maison Tellier. La Maison Tellier, c'est l'histoire d'un groupe de prostituées qui alors font partie d'une maison close qui s'appelle la Maison Tellier et qui partent voir un baptême en province. Et alors franchement, c'est juste génial. Enfin là, il y a le jouet du chat derrière. En français, si vous entendez quelque chose, c'est ça. Claudine, c'est pas le moment. Donc je disais, c'est une nouvelle qui est sur tous les plans incroyable. Sur la justesse de ce qu'elle dépeint, sur le style, c'est drôle, c'est triste, enfin c'est... Voilà, c'est Maupassant dans toute sa splendeur. Les autres nouvelles m'ont aussi beaucoup marqué, j'ai adoré les étudier, vraiment. En fait, je ne connaissais quasiment pas Maupassant, et c'est là que j'ai découvert. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette chaîne, une de mes premières vidéos, c'est une vidéo sur tous les romans de Maupassant, parce qu'en fait, à la suite de cette découverte, j'ai lu dans les années qui ont suivi tous les romans de Maupassant, donc je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Maupassant a écrit 6 romans, dont Bel-Ami, Une vie, mais aussi quelques romans moins connus, que l'histoire littéraire a moins retenu, on va dire. Mais voilà, c'était une découverte de Maupassant, je sais pas, je vous recommande en soi le recueil La Maison Tellier, autres nouvelles, si vous aimez les nouvelles. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais ce sont vraiment de très belles nouvelles, très intéressantes, sur la forme, sur le style, sur le contenu, sur ce qu'il dit. Enfin, Maupassant, c'est toujours très juste et très intelligent, je trouve. Voilà, c'est un de mes auteurs préférés, et pour moi, avoir pu découvrir Maupassant dans ce cadre-là, c'était vraiment une chance. Donc je vous transmets la bonne parole à mon tour. Lisez Maupassant, lisez ses romans, lisez ses nouvelles, c'est un des plus grands écrivains du 19e siècle et, à mon sens, de l'histoire de la littérature française. Ensuite, une autre œuvre de la littérature du 19e siècle,
J'ai envie de vous parler de Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand, qui est un recueil de poèmes publié en 1842 et qui n'est pas un simple recueil de poèmes, puisque c'est le premier recueil de poèmes en prose. Je vous ai parlé de ce recueil et d'Aloysius Bertrand dans ma dernière vidéo, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas vous redire exactement ce que j'y dis, surtout que je vous y lis un poème, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, et je vous lis d'ailleurs le poème par lequel j'ai découvert Aloysius Bertrand et ce recueil qui est Gaspard de la Nuit. J'ai découvert ce texte et ce recueil donc, que j'ai lu par la suite après qu'on ait étudié le texte grâce à mon professeur de spécialité lettres en Cagne. Comme je vous l'ai déjà mentionné dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, mais une grande partie de mes goûts, de ma culture littéraire et de... Oui, juste ce que j'aime... Désolée, il y a le chat qui fait du bruit derrière, mais... un rien est un jeu. Donc une grande partie de ma culture littéraire simplement vient de cette année de spécialité lettres avec ce professeur qui vraiment était absolument incroyable. Et je ne vous en dis pas plus sur Gaspard de la Nuit parce que je vous en ai déjà parlé et que il devrait vous suffire si ça vous intéresse. À savoir que c'est un recueil de poèmes en prose du 19e siècle qui se passe, qui a des accents un petit peu merveilleux, médiévaux. On a vraiment une atmosphère nocturne, c'est très très bien écrit. Je crois que le sous-titre c'est Fantaisie à la manière de Rembrandt et Caillot. Voilà. Un autre texte dont je vous ai déjà parlé beaucoup plus en détail, cette fois parce que j'ai consacré une vidéo entière à cet auteur, il s'agit d'une trop bruyante solitude de Bohumil Hrabal, qui est un auteur tchèque du XXe siècle qui est considéré dans son propre pays, la République tchèque, comme étant le plus grand romancier du XXe siècle, enfin le plus grand romancier tchèque du XXe siècle, nous entendons. Une trop bruyante solitude, c'est le livre de lui que j'ai préféré, c'est aussi son livre le plus connu parce que j'ai vraiment lu l'œuvre de cet auteur en détail. Je vous invite à regarder ma vidéo si ça vous intéresse. C'est un texte qui est déchirant, qui incarne vraiment la plume d'Hrabal, donc c'est aussi une très bonne porte d'entrée dans son œuvre, puisque c'est à la fois drôle, et quand je dis drôle chez Hrabal, c'est très grotesque. C'est un comique du corps. C'est un comique qui vise à ridiculiser en quelque sorte, mais c'est aussi absolument tragique, par un personnage dont la psychologie est assez détaillée et assez émouvante, enfin provoque beaucoup de compassion chez le lecteur je trouve, et par les événements qui encadrent l'histoire individuelle de ce personnage. On a comme toujours chez Hrabal ce lien entre la petite histoire et la grande histoire. Anta, c'est un ouvrier qui travaille dans des presses à papier, donc il presse le papier qui est jeté en fait. Et alors ça va des journaux, des livres au papier dans lesquels sont emballées les viandes. Donc il y a un moment où il y a... Ouais, c'est vraiment... c'est un peu gore, mais un moment où il reçoit beaucoup de papiers venant de boucheries, et donc il doit les mélanger avec donc, les livres, les autres papiers pour les presser. En fait, c'est la destruction des livres, c'est le pilon, hein. C'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui. Et donc voilà, il y a toute cette description avec les mouches et à quel point c'est sale, et lui il est vraiment dans une cave quoi. Et le style de Hrabal est absolument magnifique, c'est un style qui est simple, mais qui est très évocateur. Et ce que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'au début de chaque partie, il reprend un motif, donc il y a comme un leitmotiv, de l'idée que ça fait 35 ans que l'ouvrier presse du papier. C'est un récit qui est narré à la première personne du singulier. Et donc par exemple, la première phrase du livre est « Voilà 35 ans que je travaille dans le vieux papier, et c'est toute ma love story. Voilà 35 ans que je presse des livres et du vieux papier. 35 ans que lentement je m'encrasse de lettres, si bien que je ressemble aux encyclopédies. Donc pendant tout ce temps, j'ai bien comprimé 3 tonnes. » Et bref, bon, là je suis tentée de vous refaire une analyse de ce texte, mais bon. J'ai découvert, je vous ai même pas trop précisé, mais j'ai découvert évidemment ce livre quand j'étais à Prague, j'ai fait un Erasmus à Prague, donc j'ai pris un cours sur la littérature tchèque et j'ai pris un cours spécifiquement sur Hrabal que je ne connaissais pas du tout avant de prendre ce cours. J'étais vraiment en recherche de cours sur la littérature tchèque, il n'y en avait pas énormément, il y en avait un sur cet auteur. J'ai vu qu'il était considéré comme le plus grand romancier du XXe siècle, donc ce que je trouve un peu hallucinant parce que on n'en a jamais entendu parler. Enfin, en France, vraiment la littérature tchèque se résume à Kundera, ce que je trouve un petit peu triste. Donc c'est pour ça que j'essaye de parler d'autres auteurs et autrices tchèques sur ma chaîne. Et voilà, et j'ai vu qu'il avait écrit un texte qui s'appelait Une trop bruyante solitude, j'ai trouvé le titre magnifique, j'ai dit c'est bon, je prends ce cours, j'ai lu énormément de livres de cet auteur et j'en suis très reconnaissante. Cette année à l'étranger, et ça fait le lien avec le livre suivant,
ça m'a permis d'appréhender la littérature d'une manière un peu décentrée. En fait, pas pour vous raconter toute ma vie, mais j'ai beaucoup hésité à refaire une année de prépa. Donc c'était soit je refaisais une année de prépa, soit je partais en Erasmus. Mais en fait, c'était pendant la période du Covid, donc mon Erasmus avait été annulé. Il a été finalement remis au tout dernier moment. Enfin, il n'y avait aucune certitude. Et en fait, ce qui est bien avec la prépa, c'est qu'on apprend vraiment en profondeur. On va dans les détails, on va dans des analyses très profondes. Mais pour moi, la profondeur n'est pas la seule valeur. Je trouve qu'il y a aussi l'idée d'explorer la surface, enfin l'étendue, et de voir d'autres littératures. Et cette année à l'étranger, et là où j'en suis vraiment reconnaissante, et je me permets de vous le dire ici, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est aussi pour comprendre pourquoi je vous présente ces livres, pourquoi est-ce qu'ils ont un intérêt pour moi, et pourquoi est-ce que j'ai été amenée à les étudier. C'est aussi parce que j'ai fait certains choix. Donc j'ai décidé de partir à l'étranger et de prendre le plus de cours possible sur des littératures qui ne sont pas la littérature française, afin de pouvoir me décentrer, parce qu'en France quand même, on étudie surtout la littérature française. Moi j'adore la littérature française, j'ai rien contre ça. C'est, je trouve, une littérature qui est extrêmement riche, mais c'est ça aussi le piège, c'est que c'est tellement riche qu'on peut se dire on ne peut étudier que ça, alors qu'on manque... Enfin, tout un pan de la littérature mondiale qui est absolument phénoménal et incroyable. Donc pendant cette année-là, j'ai pris des cours sur la littérature tchèque, évidemment, la littérature d'Europe centrale de manière générale. J'ai pris un cours sur la littérature canadienne, un cours sur la littérature d'Amérique latine, un cours sur la littérature belge, et je vais vous en parler juste après, belge francophone plus précisément, et j'avais jamais en fait en France étudié la littérature belge, alors que bon, fallait aller à Prague pour étudier ça. Voilà. J'espère que c'était pas trop ennuyant ce petit aparté, mais donc j'ai eu la chance de pouvoir découvrir donc au début dans mes études littéraires des œuvres de la littérature française très fortes, et dont je vous en ai présenté 2 ou 3 quand même, et de découvrir des œuvres de littérature étrangère. Alors il me reste énormément de choses à découvrir, et c'est pour ça aussi que je suis reconnaissante pour cette chaîne, c'est qu'on échange pas mal de recommandations, et je suis trop contente de lire vos recommandations à chaque fois. Récemment, il y a eu pas mal de recommandations sur la littérature scandinave par exemple, que j'ai vraiment hâte de découvrir. Mais donc moi je peux vous apporter aussi quelques recommandations sur d'autres littératures comme la littérature tchèque, et je vais vous parler maintenant d'un livre de la littérature belge, de la littérature belge francophone. Il s'agit de Bruges la morte de Georges Rodenbach, qui a été publié en 1892. Bruges la morte, c'est un roman qui n'est pas très long, encore une fois, il me semble, ça doit faire une centaine de pages. C'est un roman qui a une spécificité, c'est le seul roman symboliste. Le symbolisme, c'est un mouvement littéraire de la fin du 19e siècle, qui est très proche de l'ésotérisme, du mysticisme. Il y a quelque chose d'assez onirique. On se détache beaucoup de tout ce qui est réalisme, naturalisme. Voilà, le symbolisme se construit en opposition avec ces courants-là. Il hérite certains traits du mouvement parnassien, de l'art pour l'art en quelque sorte. Et en fait, il n'y a pas de roman symboliste. C'est presque une antithèse en fait, un roman symboliste. Le symbolisme est surtout poétique, passe surtout par la poésie. Mais Rodenbach a réussi l'exploit de créer, d'écrire le seul roman symboliste. Bon, c'est pas un courant que j'aime particulièrement, voire c'est pas un courant que j'aime en fait. Mais donc j'ai lu Bruges la morte dans le cadre de ce cours sur la littérature belge. Et Bruges la morte, c'est vraiment un roman qui est incroyable. Encore une fois, c'est encore une fois une de mes meilleures découvertes. Mais en fait, on va suivre un homme qui a perdu sa femme et qui conserve de sa femme une tresse de cheveux, il me semble. Il a perdu sa femme, il arrive à Bruges et il va rencontrer une autre femme au bout d'un certain temps. Enfin, il va la croiser dans la rue, puis s'approcher d'elle petit à petit. Une femme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa femme. Vraiment, il a l'impression que c'est sa femme morte, et lui qui aimait beaucoup sa femme, pour lui c'est très étrange, et en même temps c'est une espèce d'espoir. Donc il va commencer à entretenir une relation avec cette femme. Donc il y a quelque chose, vous voyez, d'un petit peu malsain, il y a quelque chose de mystérieux, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le personnage principal du livre, ce ne sont pas ces 2 protagonistes, qui du coup ne sont pas des protagonistes, pas ces 2 personnages plutôt, c'est la ville de Bruges. Et alors on est plongé dans cette atmosphère brumeuse, dans Bruges, enfin je veux dire, il y a quelque chose de très gris, vous voyez, quand j'imagine ce roman. On est voilà, plongé dans cette atmosphère brumeuse, je sais pas comment vous le dire autrement, c'est vraiment ça l'univers du roman. Je crois qu'à un moment on passe dans un couvent, tout ça, donc il y a quelque chose de très froid, de très gris,
Et tout ça entoure cette relation malsaine entre ces deux personnages qui va se finir de manière complètement tragique. C'est un très beau roman qui est très bien écrit et si ce que je vous ai dit vous plaît, foncez, franchement, vous ne regretterez pas, je pense, la lecture de Bruges la Morte. Dernière œuvre de cette année de tour du monde littéraire que j'ai à vous présenter. Il s'agit de La ville et les chiens de Mario Vargas Llosa, donc, qui est un auteur péruvien. C'est un roman qui a été publié en 1963, donc dans la période du boom latino-américain. Ce boom latino-américain, c'est une manière de regrouper des œuvres écrites pendant une certaine période et qui sont marquées notamment par un jeu sur la narration, les modes narratifs et les codes traditionnels du roman. Ça vise à perdre le lecteur, ça vise à jouer avec le lecteur, voilà, c'est vraiment ça le boom latino-américain. Pourquoi est-ce que j'ai lu cette œuvre? C'est qu'en fait pour mon cours sur la littérature d'Amérique latine, pour l'examen final, on devait lire 2 livres et les présenter. Et alors donc comme je vous le disais, on est un peu dans cette période du Covid, donc tout était fermé à Prague, et donc je ne pouvais pas lire les livres en tchèque parce que je ne parle pas tchèque. Enfin vraiment je connais les bases quoi, c'est pas suffisant pour lire, pour lire des romans en tchèque. Et donc je suis allée à l'Institut français et il n'avait que 2 livres de toute manière des auteurs qu'on avait étudiés, donc c'était très clair. Il y avait un livre d'Horacio Quiroga et La ville et les chiens de Mario Vargas Llosa. J'avais envie de lire Mario Vargas Llosa mais pas avec La ville et les chiens dont le sujet me semblait absolument affreux, je vais vous en parler tout de suite. Mais bon, j'avais pas le choix, donc j'ai pris ces 2 textes, je les ai lus, et alors La ville et les chiens, ça a été une claque. Mais alors franchement, je remercie le hasard, je remercie le fait qu'il y ait eu que ce livre-là, parce que sinon je l'aurais jamais lu en fait. Et franchement, c'est un des livres les plus marquants que j'ai lu de ma vie, et je pense que ça va le rester pendant des années encore. C'est juste fou ce livre. Que ce soit la narration, donc, qui est complètement déstructurée, on a plusieurs voies narratives. On a quelqu'un qui s'exprime à la première personne du singulier. On suit aussi une personne très clairement, donc à la 3e personne du singulier. Et il y a une autre voie narrative à la 3e personne du singulier. Mais en fait, on ne sait pas exactement qui parle à la première personne du singulier. C'est le premier roman de Mario Vargas Llosa. Et il s'intéresse, donc il est un peu inspiré de son expérience, aux académies militaires et notamment au lycée militaire, donc dans lequel il a dû faire une partie de son éducation. On est plongé dans cet univers-là. Les chiens, c'est comme ça qu'on appelle les cadets. Et en fait, on est entre cet espace de l'école militaire et cet espace de la ville qui devient un espace de liberté, mais qui est aussi un espace complètement étouffant, parce que les garçons, dès qu'ils vont pouvoir, vont aller en ville, vont faire leurs expériences, donc surtout avec des prostituées, pour être honnête. Et donc, on a ces 2 mondes qui essayent de se rapprocher, qui échouent en quelque sorte aussi à se rapprocher, et donc tout converge dans un événement tragique qui arrive après au milieu du roman, donc il y a l'avance qui mène et l'après, mais ça c'est pas vraiment clair en fait dans le récit et dans la manière dont c'est narré. C'est un livre qu'on ne peut pas lâcher. Honnêtement, moi en tout cas, le ressenti que j'en ai, c'est un livre que je n'ai pas pu lâcher, et pourtant c'est un univers qui est absolument dégoûtant. Vraiment, enfin, je trouve pas de meilleur terme pour le dire que ce mot-là de dégoûtant, parce que c'est vraiment du dégoût, en fait, la manière dont les élèves sont traités, la manière dont ils se traitent entre eux, vous voyez, enfin, je veux dire, tous les problèmes de harcèlement, c'est glauque, c'est dur, c'est violent, c'est vraiment une lecture qui est très 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 dure, de A à Z, franchement, je vais pas vous mentir, hein. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, et c'est pas quelque chose que j'aime trop lire en littérature, enfin en tout cas pas trop souvent parce que juste je fais assez rapidement une overdose en fait, cette violence là. Mais là, à aucun moment ça m'a gênée, j'ai trouvé ça nécessaire, enfin c'est un truc que j'aurais jamais lu de moi-même et je ne me vois pas vivre maintenant sans avoir lu ce livre. Donc je sais pas quoi dire de plus, peut-être qu'un jour je vous en parlerai plus en détail. Je ferai une analyse un petit peu plus poussée et je vous raconterai un petit peu mieux les tenants et aboutissants du livre, ce qui s'y passe exactement. Là, j'ai pas envie de trop vous en dire, parce que déjà la vidéo va être longue et voilà. Mais c'est un texte que je remercie finalement mon parcours scolaire d'avoir mis sur ma route, et j'espère le mettre sur la vôtre et que vous apprécierez cette lecture autant que je l'ai appréciée. C'est pas une lecture agréable, mais c'est une lecture qui, d'un point de vue formel, le travail sur le style, donc lié à tout ce contexte latino-américain, est incroyable, le propos est incroyable, la manière dont tout ça est écrit, enfin je veux dire, il y a rien à redire sur le premier livre de cet auteur quand même. Voilà, lisez La ville et les chiens. J'ai encore 3 œuvres à vous présenter, et la première de ces 3 œuvres, c'est
l'œuvre de Zola. C'est un livre qui m'est très cher parce que j'ai fait un master de recherche en lettres et philosophie et en première année j'ai donc fait un mémoire de lettres sur la figure de l'artiste, plus précisément sur la folie et la liberté dans la représentation de l'artiste au 19e siècle. Et l'œuvre de Zola avec Manette Salomon des frères Goncourt faisait partie de mon corpus, enfin c'était mon corpus principal. J'ai comparé la représentation de l'artiste dans ces deux romans, ces deux gros romans, que j'ai lu au moins 4 fois l'œuvre. Hein. Non, j'ai lu peut-être 3 fois. J'ai peut-être lu 3 fois. J'ai des vieux post-it, enfin tout est souligné. Il y a... Voilà, c'est un texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est en plus un des premiers romans de Zola que je lisais. Honnêtement, j'avais pas beaucoup lu Zola avant ça. C'est le 14e tome des Rougon-Macquart. Je crois qu'il est paru en 1886. Je dirais 1886. On suit le destin de Claude Lantier, qui est le fils de Gervaise et qui est peintre. C'est un peintre alors dont on pourrait le rapprocher des peintres impressionnistes. Il est précurseur d'un mouvement qui veut libérer la peinture des codes de l'académie et des codes généraux qui enferment la peinture dans les 3 grands genres que sont la peinture d'histoire, la peinture mythologique et la peinture religieuse, qui sont les seuls thèmes abordés en peinture. Enfin, grossièrement, hein, au 19e siècle. Il y a plein de querelles, je peux vous faire, si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur l'artiste au 19e siècle. Là, je suis en train de voir un petit peu quel angle je pourrais prendre, mais sur l'artiste au 19e siècle, qui impliquerait de parler un petit peu de tout ça, parce que c'est vraiment passionnant, très intéressant. Enfin, j'ai passé 1 an à étudier ça, et vraiment, c'était une période absolument incroyable. Et donc, l'œuvre, c'est un roman que je porte vraiment dans mon cœur. C'est du Zola, donc évidemment, ça se finit mal, c'est pas drôle, mais c'est quelque chose qui est tellement... Enfin, j'ai pas les mots. Zola, c'est juste... Vous voyez, c'est l'impressionnisme en écriture pour moi. Il y a ces petites touches, et je le revois parler de Paris, et moi j'arrivais à Paris à ce moment-là, et ce groupe de peintres qui ont l'impression qu'ils vont marcher sur Paris, moi j'avais l'impression que j'allais marcher sur Paris, dans ma tête j'étais dans le 19e siècle, enfin, vraiment c'était fou. Et puis voilà, c'est tout l'univers de la peinture donc, qui m'intéresse beaucoup, donc si ça vous intéresse, franchement je pense que ça peut être pour vous aussi ce texte. C'est mon directeur de mémoire qui m'avait conseillé de choisir ces 2 œuvres pour mon mémoire. Et je le remercie pas pour tous les choix, mais pour ça, en tout cas, oui, l'œuvre de Zola, c'est un très beau texte. Je ne mets pas ici Manette Salomon des frères Goncourt, tout simplement parce que c'est un texte qui a beaucoup moins d'intérêt que l'œuvre, qui a beaucoup moins bien vieilli. Enfin, surtout dans la mesure où les frères Goncourt, je sais pas si vous voyez un peu qui sont les personnages, mais ils sont hyper misogynes, en plus ils sont antisémites, enfin, il y a rien qui va. Et dans Manette Salomon, on le voit. C'est un texte qui est très intéressant sur plein d'aspects, mais je ne vois pas en parler ici. Je pense que ça résonnera avec très peu d'entre vous. Donc voilà, alors que l'œuvre, enfin Zola, ça parle encore beaucoup. C'est toujours très intelligent, très beau. Et voilà, après, il y a des partis pris. Mais c'est un très beau texte. Et l'exaltation de ce personnage, enfin voilà. Mais bon, c'est un simple top 10, donc je ne refais pas une analyse de l'œuvre, mais je vous le conseille. Ensuite, j'ai dit que j'allais pas mettre toutes les petites lectures annexes que j'ai faites pendant ces 2 années de master de recherche, mais j'aimerais vous parler d'un texte dont encore une fois je vous ai déjà parlé, mais c'est normal parce que si ce sont des lectures marquantes et mes meilleures découvertes, je vous en ai déjà forcément un petit peu parlé ici quand même. Mais il s'agit de Jean Van Huysum de Louise Collet, qui est une nouvelle de Louise Collet qui prend place dans le recueil Les Cœurs Brisés. Louise Collet, c'est une autrice du 19e siècle, et Les Cœurs Brisés, c'est un recueil en 2 tomes, dont le 2e tome est publié en 1843. On est donc dans la littérature du 19e siècle. On est aussi dans ce sous-genre qu'on appelle le roman de l'artiste, donc auquel appartient l'œuvre de Zola, mais aussi Jean Van Huysum de Louise Collet, parce que Jean Van Huysum, c'est une nouvelle qui traite de la création artistique et qui met en scène un peintre et une peintresse. Je vous ai fait une vidéo entière sur Louise Collet et cet ouvrage, puisque nous avons réédité cette année, avec les autres élèves de mon master, cette nouvelle de Louise Collet. Je vous mets en barre d'infos, oui, le lien vers le livre audio que vous pouvez écouter gratuitement sur SoundCloud. Et nous avons aussi un joli livret. Donc vous voyez, vous avez un petit QR code pour scanner. Enfin, je vous dis ça, le livret n'est pas du tout en vente, mais c'est juste pour vous donner un petit support matériel pour visualiser. Donc ça, ce serait la représentation de cet ouvrage. Et enfin,
dans notre vision. Et voilà, on a fait un travail de recontextualisation de l'œuvre et de présentation de Louise Collet. Donc c'est un texte auquel je tiens énormément. C'est un texte que je n'ai pas pu étudier quand j'étais en master de lettres parce qu'il n'était pas considéré comme assez important. Et revaloriser ce texte, revaloriser Louise Collet, c'était quelque chose de merveilleux, qui a été très important pour moi et je suis vraiment heureuse qu'on ait pu le faire. Donc je vous invite et ça me ferait vraiment plaisir si vous le faisiez. Ah, regardez ma vidéo de présentation si vous voulez en savoir plus, mais surtout écoutez le livre audio, voire lire le texte. Il est sur Gallica, il est disponible gratuitement en ligne. Et dites-moi ce que vous pensez de ce texte, parce que c'est vrai que quand on revalorise des textes comme ça, quand on choisit de remettre en avant des textes qui ont été complètement oubliés par le canon littéraire, on se demande assez facilement est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est juste moi, juste ma sensibilité, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui vaut autant qu'une autre œuvre qu'on lit encore aujourd'hui. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de lire le texte, de l'écouter en livre audio, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, ça a été une lecture qui a été vraiment très importante pour moi. J'ai adoré découvrir ce texte, que j'ai découvert par moi-même cette fois. Hein. Mais dans ce cadre-là de mon master, qui était quand même un minimum encadré. Donc j'ai adoré découvrir ce texte, je l'ai adoré. Et ensuite, il est vrai qu'il a pris une importance de plus en plus signifiante dans ma vie du fait que je n'ai pas pu l'étudier et qu'ensuite j'ai pu participer à sa réédition. Donc voilà, et en fait il y a d'autres œuvres de Louise Collet que j'ai vraiment envie de lire. Voilà, c'est une de mes meilleures découvertes de mes études de lettres, je peux pas le dire autrement, je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir Louise Collet et de pouvoir de plus en plus redécouvrir des autrices. J'ai conscience que dans cette vidéo il y a quasiment que des hommes à part Louise Collet, mais il est vrai que la triste réalité c'est que il y a quasiment que des hommes qu'on nous présente. Vous voyez, même programme de Cannes, il y avait sur 4 œuvres une femme, donc Nathalie Sarraute, et honnêtement Tropisme, c'est pas mon œuvre préférée. Donc voilà, j'allais pas la mettre ici, mais vraiment j'ai beau repenser, on n'a pas étudié tant de femmes que ça, malheureusement. Je sais que maintenant ça change, que c'est amené à changer et j'en suis contente. Je suis contente de pouvoir participer sur un autre plan à revaloriser les écritures féminines au cours des siècles. Donc voilà, mais il faut être réaliste, malheureusement on étudie encore quand même une grande majorité d'hommes, et parmi ces hommes il y a quand même des œuvres qui valent vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que ce petit top vous plaira, mais il reste un dernier texte. Et je vous avais présenté les Goncourt il y a quelques minutes sous un plan pas forcément très avantageux, mais je me permets de vous mettre un livre d'eux. Il s'agit de René Mauprin, donc c'est un roman des frères Goncourt, publié en 1864. Bon voilà, comme on dit dans le milieu, je suis 19e-iste, c'est-à-dire que je suis spécialiste du 19e siècle, enfin je l'étais quand je faisais de la recherche et que j'étudiais les lettres. Maintenant je ne pense plus que ce soit quelque chose dont je puisse me revendiquer, mais voilà, j'ai beaucoup étudié le 19e siècle, donc il y a beaucoup de 19e siècle dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça va vous donner envie de découvrir certains textes. Les Goncourt, ce sont vraiment pas des personnages très sympathiques, les Goncourt c'est Jules et Edmond de Goncourt, ils sont 2 frères qui ont écrit leurs œuvres ensemble. Ça c'est quand même assez, enfin c'est même très intéressant de voir comment on peut écrire une œuvre à 4 mains. Malheureusement, Jules est mort assez tôt, donc ensuite c'est simplement Edmond qui a continué à écrire. Il a écrit des textes comme Chérie par exemple, voilà. Donc il y a un aspect misogyne dans leurs textes, ça c'est sûr, mais pas du tout dans René Mauprin, c'est ça qui est très étonnant. René Mauprin, c'est l'histoire d'une jeune fille. Je l'ai lu dans le cadre d'un cours qui était absolument incroyable. C'est un cours avec madame Éléonore Reverzy, qui est professeure à la Sorbonne Nouvelle et qui fait toujours des cours très intéressants sur le 19e siècle. J'ai eu un cours sur le personnage de la jeune fille au 19e siècle, et c'est là que j'ai lu donc René Mauprin, mais aussi La joie de vivre de Zola. Et donc René Mauprin, c'est une jeune fille du 19e siècle, et on suit son parcours. C'est une jeune femme forte, indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui a des relations très fortes avec son père et ses amis, notamment masculins. C'est un très beau texte, très déchirant, mais qui est très bien écrit. L'écriture des Goncourt, même si elle a vieilli, était très novatrice à l'époque. C'est notamment eux qui ont participé à la valorisation des néologismes. Ils emploient beaucoup de néologismes, et à la valorisation de la répétition en littérature, donc c'est aussi quand même très intéressant. Et c'est un roman qu'honnêtement j'avais beaucoup aimé, dont je n'ai jamais entendu parler sur Booktube, donc je me permets de vous le conseiller ici. S'il y a un roman des Goncourt que vous devez lire, enfin que vous pouvez lire plutôt, c'est celui-ci. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte.
C'est tout pour cette vidéo. Je pensais faire une vidéo courte pour une fois, mais je crois que c'est pas du tout le cas. Ce sera encore pas le cas. J'espère que ce petit top 10 vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi vos meilleures découvertes quand vous avez fait des études de lettres, si vous en avez fait. Et puis comme d'habitude, pas besoin d'avoir fait des études de lettres, vous pouvez juste me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment ou vos derniers coups de cœur. Aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres tops qui vous intéresseraient sur cette chaîne et si ça vous intéresserait d'avoir la même chose que cette vidéo mais pour les œuvres de philosophie. Je sais que j'ai pas encore trop parlé de philosophie sur cette chaîne, enfin je le fais un petit peu sporadiquement, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire un petit peu plus. Et puis de manière générale, qu'est-ce que vous aimeriez voir ici? Voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!